François-Régis Martin-Lozère, ACRI-ST est un acteur majeur dans le domaine de l'observation de la Terre par satellite. Quel type de services fournissez-vous et quels sont vos principaux clients? Alors deux choses. En tant qu'ACRI-ST, la majeure partie de nos activités relève de la sous-traitance des agences spatiales pour traiter, gérer, distribuer les données qui viennent des satellites d'observation de la Terre, en particulier les satellites Sentinelle du programme Copernicus. Parallèlement, nous avons une activité de valorisation des données de télédétection spatiale, à la fois pour profit des agences spatiales, les opérateurs de ces satellites d'observation de la Terre, ainsi qu'une activité au profit des acteurs publics ou privés qui ont besoin de données environnementales. Cette activité est essentiellement conduite par une filiale de la société ACRI-ST qui s'appelle Argance. ACRI-ST dirige en fait un groupe de plusieurs PME indépendantes implantées dans plusieurs pays européens, dont Argance, dont vous êtes le CEO. Pouvez-vous nous la présenter, ainsi que ses principales missions concernant tout d'abord l'observation de la Terre? Ok, Argance a deux missions. C'est une société, pour la partie britannique, son activité en Angleterre est similaire à celle d'ACRI-ST, puisque les activités du spatial sont des activités de souveraineté. Donc si l'on veut travailler au profit de la Grande-Bretagne, il faut être britannique. Et par ailleurs, Argance, que ce soit en France, en Angleterre ou dans les autres pays européens, intervient pour faire de l'exploitation des données de télédétection spatiale, qui est un métier différent de celui de développer et opérer des éléments de segment sol des missions d'observation de la Terre par satellite. Alors, dans quelle mesure les services que vous proposez permettent-ils de mieux appréhender la prévention des risques et la gestion des crises? Les satellites, aujourd'hui, sont quand même des outils majeurs d'observation de la Terre. Cette observation sert à la fois à faire des modèles de référence de la Terre, à faire des jumeaux numériques de la Terre, qui vont permettre de réaliser des prévisions à court, moyen et long terme. Donc les données que nous manipulons servent naturellement à faire ces jumeaux numériques. Par ailleurs, nous avons une activité d'exploitation de ces données proprement dites pour faire des prévisions, des analyses de risques et des prévisions d'impact si les risques se réalisaient. Au-delà de l'observation de la Terre, vous développez également un logiciel de traitement des données et des outils d'analyse pour les utilisateurs finaux. Quelles sont leurs caractéristiques? Ces outils sont des outils qui sont spécialisés thématiquement. Notre force aujourd'hui essentiellement est dans le domaine maritime et côtier. Les risques côtiers qui sont liés, je dirais, aux tempêtes, à la montée des eaux, ou à la convergence des phénomènes d'inondation à terre et des phénomènes de tempête en mer. Vous intervenez également donc, comme soutien lors de programmes menés par l'Agence spatiale européenne pour aider les équipes de secours lors de catastrophes majeures ou pour favoriser l'aide au développement. Quel est votre rôle précis dans ces programmes? L'Agence spatiale européenne et les grandes agences spatiales nationales, CNES, NASA et autres, ainsi que les grands opérateurs de satellites, ont signé une charte internationale pour pouvoir délivrer rapidement de l'information en cas de crise. On appelle ça la charte International Disaster Charter. Et aujourd'hui, nous assurons le secrétariat pour le compte de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne. Pour en revenir à ACRI-ST, historiquement la société est basée à Sophia Antipolis, mais depuis quelque temps elle se développe aussi à Grasse sur l'ancien site du CERGA. Quelles sont les raisons qui vous ont incité à ce choix? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est l'augmentation du personnel. Nos locaux à Sophia Antipolis commençant à devenir un peu étroits, puisque nous avons maintenant quelques 90 personnes, ce qui nécessitait de s'agrandir. Et la deuxième raison, c'est de séparer d'une certaine manière les activités pour les mettre dans les mêmes locaux. À Grasse, on fait essentiellement ce qu'on appelle du New Space, alors qu'à Sophia Antipolis, on fait plutôt du Old Space. Mais il n'y a pas de connotation péjorative dans ces définitions New et Old. Justement, à Grasse, vous ambitionnez de développer tout un pôle d'expertise spatiale autour du New Space. Qu'est-ce que cela recouvre précisément? Alors, cela recouvre la fourniture de services commerciaux, en particulier de services commerciaux complémentaires de notre activité de partenaires sous-traitants des agences spatiales. La majeure partie aujourd'hui de notre chiffre d'affaires étant essentiellement réalisée avec les grands du secteur public. Le New Space, ce qui se fait à Grasse, c'est l'évolution, je dirais, du secteur industriel vers des activités plus commerciales
et en particulier le service des nouveaux opérateurs de satellites. Dans le domaine de l'observation de la Terre par satellite, le big data et l'intelligence artificielle jouent un rôle de plus en plus important. Comment appréhendez-vous cette évolution ? Big data, intelligence artificielle sont des gros mots très à la mode qui permettent de parler facilement de choses qu'on comprend mal. Big data, aujourd'hui, le fait c'est que en 2012, l'ensemble des données de télédétection spatiale européenne devait représenter l'équivalent de 6 pétaoctets. Aujourd'hui, avec le programme Copernicus de l'Agence spatiale européenne, on reçoit environ 12 pétaoctets par an, pour comparer. Les satellites de la nouvelle génération, un satellite va délivrer de l'ordre de 20 pétaoctets par an. Donc Big Data, c'est l'accroissement phénoménal du volume de données, de mesures qui sont faites et qui doivent être manipulées en tenant compte du fait que les outils informatiques ne sont pas automatiquement prêts aujourd'hui à assimiler autant de données, que ce soit stockage, processing et distribution. Le marché du big data, du spatial ou autre, est à peu près le même. Nous croulons sous les volumes de données, très peu d'entre elles étant d'ailleurs exploitées, utilisées réellement, mais il est difficile de mettre à la poubelle 80% ou 90% de ce que l'on reçoit, dont on imagine à juste titre que ça a de la valeur, mais pas automatiquement une capacité d'exploitation aujourd'hui. Maintenant, pour l'intelligence artificielle, vu les volumes de données que nous manipulons, il est clair que si on devait augmenter la masse de personnel en proportion, cela deviendrait insupportable financièrement pour tout le monde. Donc il y a besoin de robots, d'agents qui permettent de traiter ces données à la place des hommes. Y a-t-il d'autres domaines qui risquent de bouleverser votre secteur dans les années à venir et quels sont-ils ? Non, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui, à échéance de 10 ans, les évolutions sont le fait qu'il y a des acteurs commerciaux soutenus par les États qui travaillent en parallèle des gros acteurs publics anciens. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que pour répondre aux besoins sociétaux, on a besoin d'énormément de données. Et comme vous l'avez fait remarquer pour le big data et l'intelligence artificielle, la difficulté, c'est de manipuler ces données et en particulier d'extraire l'information dont nous avons besoin. Parce que le problème est toujours le même en matière de données, on va en prendre 10 fois plus, 100 fois plus, pas automatiquement parce qu'on a besoin de 10 fois ou 100 fois plus d'informations, c'est qu'il nous faut ce volume de données pour trouver l'information qui est cachée dans ces données. Donc si on augmente notre capacité d'observation de la Terre, par exemple, c'est parce qu'on n'a pas trouvé ce qui était requis pour pouvoir faire la surveillance et les prévisions dans le futur. Donc on augmente le volume de données, mais le volume d'informations à extraire peut très bien être exactement le même. La difficulté, c'est de trouver l'aiguille dans la botte de foin. Plus généralement, quelles sont les perspectives de développement en ACRI-ST à terme ? Les perspectives de développement sont liées essentiellement à la croissance phénoménale du secteur spatial, l'accès à l'espace étant plus facile aujourd'hui, à la fois financièrement et réglementairement. Donc il y a explosion du secteur et ACRI-ST accompagne, je dirais, cette explosion. Sa croissance, dans la réalité aujourd'hui, accompagne la croissance du marché. Est-ce qu'il y a certains points sur lesquels vous aimeriez insister ? Les points sur lesquels je désire insister, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est sciences de données. Alors quand on dit sciences de données, on voit le mot science, ce qui laisse penser que c'est une activité de recherche académique. Mais enfin, la science de données, c'est aussi ce qu'on utilise dans les secteurs financiers. Donc, le souci principal qu'on aura dans les années à venir sera la manipulation de l'ensemble des données. Nous avons de gros programmes satellitaires en cours. Donc il n'y a pas de souci en matière de moyens d'observation de la Terre, on les aura. Par contre, le souci va être en matière d'exploitation des données d'observation de la Terre. Et là, vous progressez continuellement dans ce domaine ? Nous progressions continuellement dans ce domaine. Pour les aspects informatiques, nous avons heureusement des coopérations, des partenariats privilégiés avec de grosses sociétés américaines qui nous permettent d'être toujours, je dirais, à la pointe en matière de stockage de données. On peut mettre aujourd'hui dans un rack quelques 11 pétaoctets de données. Je m'attends à ce que dans les années à venir, jusqu'à 20 pétaoctets de données. Je vous ai dit tout à l'heure que aujourd'hui, c'est plus de 10 pétaoctets de données par an qui arrivent des satellites Sentinelle, du programme Copernicus, programme européen. Donc on arrive à miniaturiser. Et de la même manière, le problème, c'est les accès aux données, les extractions de données dans les temps, puisque tous les utilisateurs veulent avoir ça
en temps réel et en quelques microsecondes, et non plus comme par le passé, en quelques minutes, quelques heures, voire quelques journées. Si on faisait une thèse en télédétection spatiale il y a 10 ans avec 10 images, aujourd'hui on va pouvoir récupérer 10 images en une milliseconde et pouvoir les processer et extraire de l'information en quelques secondes, voire quelques minutes, pas plus.